Non, c'est pas une blague. Putain. Malheureusement, c'est pas une blague. Enfin, malheureusement. Malheureusement pour moi, parce qu'à la limite, toi, ça va te donner du grain à moudre. Je les vois venir. Je les vois là, de loin. Les commentaires. Et oui, c'est normal, c'est une KTM. Allez-y, allez-y, vous avez le droit. Encore que, pour l'instant, on ne connaît pas les causes, là où les causes de la panne. Parce que oui, il y a une panne, à mon avis, assez sérieuse. Encore que une panne. Une panne. Toujours est-il que la moto m'a permis de rentrer jusqu'au paddock. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une panne? Alors oui, il y avait peut-être quelques bruits en plus et quelques chevaux en moins en contrepartie, mais pour l'instant, elle démarre. Elle démarrait, on va voir si elle redémarre. Donc, je te remets rapidement un petit peu de contexte quand même pour savoir de quoi on parle. Donc, KTM RC8 2008, ça, soit tu la connais, soit tu vois bien ce que c'est. Si tu es pas sur la chaîne depuis très longtemps, parce qu'il y a quand même eu un nombre d'abonnés là qui est arrivé récemment. Il y a 2 ans déjà, cette moto, j'ai refait le moteur entièrement moi-même. Donc, quand je dis entièrement, du haut moteur jusqu'au bas moteur, toutes les pièces, on va dire, d'usure ont été remplacées, segmentation, chaîne de distribution. On a fait métrologie complète des cylindres, des pistons, vilebrequin, les bielles, tout a été contrôlé, les coussinets de bielles de Vilo neufs, les 3 pompes à huile, tous les roulements de boîte, etc. Enfin, le moteur a été refait à neuf. C'est une moto qui fait que de la piste, 100% de piste, de toute façon elle n'a pas de carte grise, donc elle est utilisée tout le temps à 100% de ses capacités, voilà, une moto de piste. Cependant, ça n'explique quand même pas que elle soit déjà en panne au bout de 2000 km. Donc j'ai regardé le moteur, depuis que je l'ai refait, elle a fait 2000 km, dont 500 de rodage, je précise. Donc il reste en gros 1500 bornes à toc. Voilà. Bon, 1500 bornes à toc, c'est quand même assez éprouvant pour la mécanique, mais ça n'explique pas que ça casse. Donc, pour en venir au fait et à la panne, donc week-end dernier, circuit d'Alès, avec un temps sublime. Oh, secours! Donc, toutes les sessions du matin, sous la pluie, la moto fonctionne impeccable. Elle m'a même permis de tourner en 29. Je ne me demande pas comment c'est possible, même moi, j'y croyais pas, mais c'est le Starlane qui le dit, hein, c'est pas moi. Donc, j'ai 4 secondes d'écart avec mon chrono sur le sec. Bref, à croire que je suis une merde sur le sec et je suis plus à l'aise sur le mouillé, ça doit être ça. Bref, c'est pas le problème. La moto, elle marchait impeccable. Entre midi et 2, le temps se lève, soleil, donc là autant te dire que j'étais chaud bouillant, j'ai monté les slicks, je pars, couteau entre les dents, je dis là c'est bon, 29 sur le mouillé mec, il n'y a pas moyen que tu me sors au moins un 22 sur le sec. Donc je pars, je boucle quasiment la première session, on était presque au bout de la première session, je tournais en 25, donc mon chrono habituel quoi, j'ai essayé de progresser, bon après voilà, ça se fait pas sur 2 tours, hein. En tout cas moi j'y arrive pas. Quand soudain, je sens que la moto, comment dire, elle avait un frein moteur pas normal du tout. Donc dès que je coupais les gaz, en fait, j'avais l'impression que j'avais un frein soit à l'avant. En plus, je venais de monter des plaquettes neuves, donc je me suis dit, il y a un problème au niveau du freinage. Il y a un truc que je sors, je vais au paddock, on la remet sur les béquilles, on teste roue avant, roue arrière, pas de souci, tout tourne librement. Bon, écoute, du coup c'était la fin de la session, je dis, on verra à la prochaine. Session suivante, je démarre déjà, petite faiblesse sur le démarreur, je dis, bon, la batterie peut-être qui est un peu étonnant quand même, mais bon, des fois ça arrive là-dessus. Il y a des grosses gamelles à bouger quand même, tu vois. Bon, sur un point de compression, ça peut bloquer un petit peu. Bon, pas plus inquiet que ça. Je pars, donc moi, à mon habitude, quand je rentre en piste, je short shift un peu, tu vois. Je pars 1, 2, 3, tu vois, sans trop taper dans les tours. Bam, bam, là, premier virage, parabolique donc de Alès. Je coupe les gaz. Un frein moteur encore plus important que sur la session d'avant. J'ai failli tomber parce que je me suis retrouvé presque à l'arrêt, quoi. La moto m'a freiné dans le virage, donc je remets des gaz. Gros à-coup, je dis c'est quoi ce bordel? Donc je rentre la 2 pour la ligne droite, j'ouvre en grand et là je dis mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais plus sur une RC8, j'étais sur une RC 125. Donc j'ai dit bon là il y a un problème. J'ai péniblement réussi à finir la ligne droite. J'ai coupé, si tu connais un peu le circuit d'Alès, il y a des raccourcis pour couper là. Donc j'ai tiré tout droit, je suis sorti, hop.
Arrivé dans les paddocks, on fait un petit peu le tour de la moto. Je lui mets un peu de gaz comme ça, là. Clac, 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 clac. Bon, pas bon. Pas bon du tout. Alors pour moi, mon premier diagnostic, là, je ne l'ai pas touché encore. Hein. Là, on est jeudi. Il m'a fallu la moitié de la semaine pour psychologiquement me faire l'idée que qu'il fallait que je la démonte. Pour l'instant, j'y ai pas touché. Tu vois bien, elle est toujours aussi dégueulasse d'avoir roulé sous la pluie. J'ai rien touché. Donc pour moi, on a affaire à soit une fusion de coussinets de bielle, soit deux coussinets qui se sont chevauchés et du coup, bon, il y a une bielle qui force. Il y a une bielle qui force, ça tourne pas librement et le problème à mon avis vient de là. Maintenant, pourquoi? Ça va être le but de cette vidéo. On va déjà démonter, faire une vidange. Au passage, j'ai commandé un kit pour faire une analyse d'huile. Donc ça, tu commandes ça sur internet, hein, il y a des labos spécialisés. Ils t'envoient tout le kit nécessaire avec des étiquettes, l'enveloppe retour, etc. Tu fais un prélèvement de l'huile lors de ta vidange que je dois leur renvoyer. Et ensuite, j'aurai un rapport d'analyse pour savoir déjà s'il n'y avait pas eu un problème sur l'huile. Parce que oui, j'ai pas précisé. La moto, donc, à 1500 km de piste, j'ai dû lui faire, je sais pas, 3, 4, peut-être 5 vidanges. Bon, je fais des vidanges toutes les 4 sorties. Il n'y a jamais eu la moindre limaille dans l'huile, ni le moindre truc suspect. Et il a toujours très bien fonctionné. Et là, je venais juste de faire la vidange. C'était la première journée de piste, avec huile neuve et filtre neuf. Donc, est-ce que c'est un hasard ou pas? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas eu une usure sous-jacente depuis un certain temps, si tu veux, petit à petit, qui a mené à ça, puisque je l'aurais vu lors de toutes mes précédentes vidanges. C'est vraiment arrivé subitement. L'huile, j'ai pris toujours la même, de la Motorex 1050. Le filtre, par contre, d'habitude, on me livre un Niflo Filtro, les 650, là où je ne sais plus la ref. Et là, j'ai reçu une autre marque alors que j'avais commandé un Niflo. Bon, je l'ai monté quand même. Est-ce qu'on va avoir la mauvaise surprise de retrouver un filtre écrasé comme il m'est déjà arrivé et comme il est arrivé à plus d'un, n'est-ce pas Yann? On va le savoir de suite. Alors, je vais pas te mentir, hein. J'ai quand même bien le seum. Et pour tout te dire, hein, au moment où c'est arrivé, je me suis même demandé si j'allais prendre la peine de la réparer, tellement ça m'a saoulé. D'autant que, comme je t'ai dit, hein, si le problème qu'il y a eu, c'est bien ce que je suppose, il n'y a aucune explication logique puisque les 3 pompes à huile sont neuves. Bref, après dans tous les cas, je ne sais pas s'il faut, on n'aura pas d'explication claire, hein, mais bon, après c'est sûr, ça reste une moto d'utilisation piste. Bon, évidemment, les contraintes sont telles que, bon, ça peut arriver, mais ça me paraît quand même très étonnant et surtout très précoce. Il y aurait eu 7-8 000 km dans les pattes, je veux dire, j'aurais pu le comprendre, là, ça fait court quand même, on va pas se mentir. Alors avant que certains me disent, parce qu'on me l'a déjà dit, hein, que c'est normal, c'est un bicylindre, c'est pas fait pour être exploité comme ça, blablabla. À ton avis, elle a été conçue pourquoi cette moto? Tu veux rouler sur la route avec ça, c'est inroulable. Enfin, alors faut vraiment être un putain de passionné. C'est une moto qui a été faite pour le circuit, donc venez pas me dire que c'est normal. Je suis de toute façon pas le seul, hein, à pister avec une RC8. La moto maintenant elle a presque 20 ans, hein, donc depuis 20 ans il y en a des mecs qui ont pisté, qui ont fait même de la course avec, en promo sport, en pro twin, en tout ce que tu veux. C'est pas un problème. Et autre chose aussi, pour terminer là-dessus, je vois régulièrement sur piste des casses moteurs sur des japonaises qui sont réputées increvables, des bielles qui passent à travers le bloc, des mecs qui font la vidange en bout de piste. J'en ai vu plus d'un, donc voilà, on va pas dire que c'est intrinsèquement lié au fait que ce soit une KTM ou quoi que ce soit. Enfin, moi en tout cas je pars pas là-dessus de toute façon. Et pour terminer, comme je t'ai dit, j'ai hésité, ça va pas durer longtemps, hein, mais bon, à me dire est-ce que je la répare ou est-ce que je la balance comme ça. Le problème c'est que dans l'état, ça vaut rien.
Et puis secondo, j'ai pas l'intention d'arrêter la piste et je me vois pas faire de la piste avec autre chose que ça parce qu'en fait, y a que ça qui me fait bander en fait. Moi, rouler avec une japonaise, ça me dit rien. Un 4 cylindres encore moins. Bon voilà, c'est comme ça. Je préfère les motos un peu atypiques. Je suis particulièrement attaché à la marque et surtout au modèle. Quand elle est sortie à l'époque, moi, elle m'a fait rêver cette moto. J'avais pas les moyens de me la payer. Aujourd'hui, j'ai pu me payer celle-là parce que, comme je t'ai dit, elle n'a pas de papier, c'est une ancienne accidentée et tout. J'ai tout refait comme il fallait pour pouvoir me régaler avec. Bon, écoute, ça s'est pas passé exactement comme prévu. Essayons de trouver une explication rationnelle. Hein. Pour faire l'analyse d'huile, il recommande de faire tourner un petit peu le moteur, hein, histoire de brasser un petit peu tout ça, de mettre toutes les particules, j'allais dire possibles, mais là, c'est sûr qu'il va y en avoir. En suspension et récolter un échantillon, comment on dit, voilà, exploitable. Donc je sais pas si c'est très bon de le faire tourner. En même temps, je me dis mort pour mort. Déjà, est-ce qu'elle va démarrer? Pas mal. On n'a pas de moyen de pression d'huile ni quoi que ce soit. Bon, je sais pas si tu as trop entendu le bruit, mais il y a un petit bruit quand même pas trop normal. Hein. Chelou la couleur quand même. Hein. Très chelou la couleur. Ouh, les belles paillettes. Oh putain. Oh putain. Bon, on va regarder ça en détail, mais là, la crépine, elle est remplie. La crépine, elle est remplie. Allez, le filtre. Voyons. La marque c'est Meiwa, c'est ça, ouais. Qui n'a peut-être rien à voir avec le souci, hein, attention. Hein. Je n'incrimine pas sans savoir. Écoute, déjà il n'est pas déformé. Donc ça, on va bien le nettoyer. Tu vois, ils te fournissent tout ce qu'il faut. Il y a une feuille à remplir. Tu as un petit carton avec une étiquette prépayée. Putain, le type, il sait pas parler. Pour le renvoyer, il y a une étiquette à coller sur le flacon. Donc ça, je vais m'en occuper. Les résultats, on doit les avoir normalement très rapidement. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux savoir si l'huile ne présentait pas un défaut. Ça serait quand même étonnant, hein, la Motorex, j'en doute. Par contre, si tu te rappelles, quand on a refait le moteur, j'avais eu un problème. Il y a un petit bout de carter à l'intérieur là qui avait pété. Je suis pas le seul d'ailleurs, j'ai vu un autre qui a eu exactement le même cas que moi. J'avais rechargé à la soudure alu, tout refait comme il faut. Maintenant, cet endroit-là, c'est là où il y a un passage d'eau en fait. Donc je me dis, est-ce que il serait possible que ça ait lâché, qu'il y ait de l'eau qui passe dans l'huile, voilà, huile contaminée, mauvaise lubrification. Le niveau d'eau pour moi il baisse pas de manière significative, donc j'en doute fortement, mais bon voilà, une analyse d'huile c'est pas ce que ça coûte de toute façon, voilà, au moins on aura peut-être des informations. Ce qu'on va faire maintenant, bon, je vois déjà ce qu'il y a dedans, mais bon, on va quand même, de toute façon la crépine on va pas la garder, hein. On va la disséquer un petit peu, histoire que on se rende bien compte de l'étendue des dégâts. Voilà. Là,
clairement, il n'y a pas de doute. Ça, c'est les coussinets. Putain. Il y a ce qu'il faut. Hein. Là, il y a la quantité. Là. Pas de... On n'a pas fait semblant. C'est encore plein là-dedans. Le filtre, ma foi. On voit que le clapet de décharge fonctionne bien. Est-ce bien nécessaire de l'ouvrir? De toute façon, je vois qu'il y a des paillettes un peu partout à l'intérieur. Je pense qu'il va y avoir du monde aussi au fond du... Oh putain! Oh merde! Oh merde, putain! Les chercheurs d'or là. Putain, j'en fous partout. Oh là 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 là, le désastre. Waouh, waouh, waouh. Putain. Bon ben il est là. Donc ce que je vais faire par contre, hein, je vais pas filmer en détail évidemment tout le désassemblage du moteur. J'ai déjà fait, je sais même plus combien de vidéos, il y a toute une série, toute une playlist dispo sur la chaîne hein, déjà, qui date d'il y a 2 ans maintenant. Donc là ce que je vais faire, moi hors caméra, je démonte et je rallume dès que je tombe sur quelque chose de suspect. Bon, braves gens, chers amis. On va jeter ça. Le problème est trouvé, hein, on va dire. Alors, écoute un peu. Hein. Ça, tu vois, ça, c'est pas normal, ça. Voilà, on va bien le voir, là. Tu la vois, la bielasse? Tu la vois, la bielasse qui monte et qui descend? Ça, c'est pas normal. Donc là, il n'y a plus de coussinets, en fait. Voilà. Voilà. Les coussinets se sont désintégrés. En espérant que ça n'a pas désintégré au passage la bielle et éventuellement le vilo. Je te cache pas que là, je suis pas très confiant quand même. The next day. Le rapport d'analyse d'huile vient d'arriver. J'ai reçu ça par mail. Comment te dire? Tu imagines bien avec ce qu'on vient de découvrir hier, qui vont pas me dire tout va bien monsieur, pas de souci, remettez de l'huile et gaz. Donc nous allons lire ensemble le compte rendu, parce qu'il y a un compte rendu. Non, c'est bien foutu, franchement c'est bien foutu. Nous constatons une présence importante, devine, de particules métalliques, valeur d'indice d'usure élevée, avec une teneur plutôt élevée en plomb, pouvant indiquer une anomalie mécanique en cours, entre parenthèses, coussinet. Jusque-là, je suis d'accord. Nous n'observons pas de problème significatif de combustion ni de défaut majeur du circuit de filtration d'air ou de refroidissement. Donc ça, déjà, ça veut dire que il n'y a pas de pollution de l'huile par exemple du carburant, du liquide de refroidissement, bon, et filtration de l'air, ça, j'avais très peu de doutes, il n'y a pas de raison. Compte tenu de ces résultats et des problèmes rencontrés, perte de puissance et bruit moteur, ça c'est moi qui leur avais signalé en envoyant l'échantillon, nous vous conseillons de procéder à un contrôle de ce moteur. Oui, j'avais déjà prévu ça. Je te mets l'image en... Donc je te mets l'image là en gros plan si ça t'intéresse. Le truc qu'il y a, donc tu vois, tu as du vert, du jaune, du orange, bref. Plus ça va vers le rouge, tu te doutes bien, plus ça pue la merde. Donc propriété de lubrifiant, additif et tout ça, a priori on est bien. De toute façon, il n'y a pas de souci. Au niveau viscosité, qualité de l'huile en fait et tout ça, hein. Il aurait pu y avoir un problème sur l'huile étant donné que je venais de faire la vidange. C'est pas le cas. Qualité de la combustion, c'est pareil, on est dans le bon, visiblement. Pollution, voilà, c'est vert, donc c'est parfait.
Par contre, usure au moteur, chemise, piston, distribution, segmentation, bon turbo, voilà ils mettent ça, mais là ça m'inquiète un petit peu plus, parce que là c'est carrément dans le rouge. Donc ce que j'en déduis, tu vois la ligne marquée fer 31, je pense qu'en fait c'est pour ça qu'ils ont mis ça. J'espère, hein, on n'a pas fini de démonter le cylindre avant, j'espère qu'ils se trompent et que ça vient pas de là quoi. Il y a aussi une partie aluminium. Est-ce que les coussinets sont composés en partie d'aluminium? Je ne sais pas du tout. Cuivre plomb, oui, c'est sûr que ça vient d'eux. Par contre, le fer, moi j'ai bien ma petite idée. À mon avis, arrachement de matière, vilebrequin et ou bielle. Bon, dans tous les cas, évidemment, ce rapport-là, ça n'exclut pas démontage, contrôle et tout ça. C'est pas eux qui vont me dire il faut faire ça, il faut faire ça. Voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Moi, le but, c'était surtout de m'assurer qu'il n'y ait pas un problème avec l'huile. Comme je t'ai dit, vu que je venais de faire la vidange, j'ai dit quand même c'est louche que ça casse à ce moment-là. A priori, c'est pas le cas. Donc maintenant, ben, il n'y a plus qu'à continuer. C'est pas beau. C'est pas beau, hein. Oh, il n'y a plus de coussinet, quasiment. Tu le vois là? Ouais, la trace noire, oui. Non mais là, ici, l'épaisseur, là pareil de ce côté. Ils sont tout tordus, tout déformés, coupés en travers, putain. Oh le bordel. On va sortir l'autre pour voir. La bielle, ça pour moi c'est mort. Ça pour moi, je sais pas. C'est pas très joli non plus. Hein. Ceux-là aussi ils étaient en train de dégager. The next day. Bon, le bilan. Catastrophique. Alors les coussinets sont pulvérisés. Ils se sont écrasés, élargis, déformés. Je te mettrai un plan côte à côte avec des coussinets neufs pour que tu te rendes bien compte de... En fait, au début, je croyais quand j'ai démonté, vu la forme, qu'il manquait un morceau, mais en fait non. Ils se sont, tu vois, comme si tu étalais une pâte à pizza, tu vois. Ils se sont aplatis. Problème, c'est que ben, le vilo a suivi le mouvement, hein. Donc là il y a une déformation sur le menton, rien qu'au doigt tu sens la vague, hein. Donc ça c'est mort. J'ai foutu un coup de micromètre quand même, histoire de mesurer voilà, factuellement à l'étendue des dégâts. On a 13 centièmes d'écart entre la portée de la bielle avant et la portée de la bielle arrière, ce qui veut dire que là en plus on est en dessous de la cote mini tolérance KTM, donc on peut même pas espérer le rectifier, tu vois, par exemple, et puis mettre des coussinets plus épais, c'est pas possible. Donc Vilo presse-papier, beau presse-papier. Les pistons, ils n'ont pas non plus apprécié la blague, hein, puisque on a des belles traces de rayures sur les jupes, sur les deux pistons en plus. Hein. Et c'est juste le matériau, là, l'espèce de traitement anti-friction. Donc ça, oui, ça pourrait fonctionner.
Mais moi, je ne vais pas remonter ça comme ça parce que ça peut créer des perturbations au niveau du film d'huile, tout ça. Enfin voilà. Si c'est pour ensuite arracher un Nicasil ou aggraver la situation, je ne vais pas me faire chier à remonter un moteur qui cassera. Ouais, remarque, je l'ai déjà fait en fait. Remonter un moteur qui cassera dans pas longtemps. Mais bon, là, il va falloir trouver des pistons. Donc les pistons, pareil, presse-papier pour presser toutes les factures. Ça va être de toute beauté. Les cylindres, c'est pas ouf non plus. Hein. Il y a, forcément, si les pistons vont brasser de la merde et qui sont marqués, il y avait de fortes probabilités que le Nicasil le soit aussi. Ça me paraît assez léger, c'est de la surface, mais bon, je sais pas, à voir. Je vais peut-être le montrer à quelqu'un de plus compétent. Éventuellement, peut-être on peut mettre un coup de haut noir dans les cylindres pour les rattraper. Sinon, pareil, ça sera poubelle. On verra. Quoi d'autre? Les carters. Les carters, si tu avais suivi, si tu te souviens du premier démontage de ce moteur, il y a 2 ans donc, il y avait un petit bout de, je te mettrai des plans aussi, un petit bout d'alu qui avait fissuré au démontage. Donc j'avais fait recharger en soudure, j'avais réusiné moi-même, Dremel, Lim, compagnie, mais c'était propre. Hein. J'avais réusiné les plans de joint avec la gorge parce qu'il y a un petit torique qui va à l'intérieur de cette gorge. Ça c'est un passage d'eau en fait qui relie les 2 carters. Donc là, il faut vraiment que ce soit étanche, hein, si jamais il y a une perte d'étanchéité à ce niveau-là. Le liquide de refroidissement peut passer le long de l'embâche des cylindres, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, et rentrer dans le bas moteur directement, donc se mélanger à l'huile, enfin bref, bordel. Ça a tenu, par contre là, en redémontant, ça a refissuré. Je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé, hein. On est plusieurs à avoir eu le cas. Je pense savoir pourquoi, à mon avis, c'est au démontage du cylindre, ça force toujours un petit peu, donc il suffit que tu le fasses légèrement, c'est sortir un petit peu en travers, ça vient forcer sur cette toute petite arête. Problème de conception, hein. C'est vraiment léger, comme il n'y a vraiment rien comme matière, donc ça peut, si tu n'as pas de bol, fissurer. Moi ça a tenu, mais là au démontage ça a légèrement refissuré. On voit que c'est en train de se détacher, donc ça c'est pareil, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je trouve d'autres carters? Ça court pas les rues. Est-ce que je refais de nouveau souder pour voir si on arrive à faire mieux? Maintenant, pour les causes de tout ce merdier, eh bien j'en sais fichtre rien en fait, j'en sais rien, c'est très frustrant parce que j'ai rien trouvé d'anormal. Je m'attendais à trouver un problème de lubrification, un problème de pompe à huile, quelque chose, une pompe à huile cassée, je sais pas si ça peut arriver, mais bon, problème d'usinage, défaut dans la matière, une pompe à huile qui se casse, chute de pression d'huile, un problème au niveau de l'entraînement, un pignon cassé, quelque chose. Bon, c'est pas le cas, tout est à sa place, les pompes à huile elles sont propres. J'ai rien trouvé dans le moteur qui aurait pu se promener, je sais pas, un arrachement de matière quelque part qui passerait dans le circuit d'huile, créerait soit un bouchon, soit passerait directement dans les coussinets, je sais pas. Bon, il n'y a rien, a priori les conduits d'huile sont tous propres, pas bouchés. Bon, il y a plein de petits gicleurs, tout ça, je n'ai pas encore regardé tout en détail, je n'ai pas nettoyé les carters, mais a priori, pour l'instant, moi, je ne vois pas d'explication. Il y a quand même 2 hypothèses possibles, enfin pour moi je vois 2 hypothèses. Si tu en vois d'autres, je suis preneur, hein, tu te doutes bien. Soit une mauvaise qualité de coussinet, tout simplement, hein, le traitement de surface qui n'était pas de bonne qualité, qui a été mal conçu, je ne sais pas après hein, comment c'est fabriqué. Soit un problème de cote, on ne m'aurait pas fourni la bonne cote, ce qui peut aussi arriver. Hein. Bon. Je ne vais pas taper sur la qualité de fabrication des pièces fournies actuellement, là, ces dernières années en tout cas, par KTM. On a quand même bien vu le merdier avec les pompes à huile. Hein. À l'époque où je les ai changées, les pompes à huile, elles ont des poinçonnages pour te guider lors du remontage à les mettre dans le bon sens. Sur les 3 pompes à huile, si je me souviens bien, j'en ai eu 2 qui n'étaient pas poinçonnées du bon côté. Tu ne peux pas les monter de toute façon. Hein. Si tu les mets à l'envers, ça ne fonctionne pas. C'est justement pour pas que tu te trompes et que tu te retrouves une fois que tu as refermé le moteur, tu peux plus mettre la dernière, enfin si tu l'as mis à l'envers, c'est un bordel. J'avais eu le cas du coup à cause de ces poinçons mal faits. Donc tu te dis, si en usine ils sont capables de ne pas poinçonner du bon côté les pièces, si tu vois, bon. J'ai eu des retours de gens qui ont eu des problèmes de guide de soupape mal usinés aussi, pas à la bonne cote. Je sais plus quoi, mais bon, ça arrive, des défauts sur les pièces. Donc là, en l'occurrence, c'est une possibilité. Et si c'est ça le problème, là par contre j'aurais pu m'en apercevoir et du coup c'est moi qui aurais potentiellement merdé. Donc à savoir, à l'époque quand je l'ai refait, le vilo je l'ai fait mesurer par un mec qui sait faire, un pro. J'avais pas encore de micromètre et tout ça à disposition. Il m'a donné donc la cote de coussinet à prendre. Chez KT il y a 3 cotes. Tu as la rouge, c'est les plus épais, la bleue au milieu et la jaune qui sont, non je dis de la merde, tu as
La côte rouge qui sont les plus fins, donc si tu as un menton plus fort, automatiquement il te faut des coussinets plus fins. Tu as la bleue qui est la taille standard en fait et c'est celle du milieu. Et tu as la côte jaune qui sont des coussinets plus épais pour le cas où tu es un vilebrequin un petit peu plus fin, plus faible en diamètre. Donc après mesure, il m'a dit il faut que tu mettes des jaunes. J'ai commandé des jaunes et j'ai revérifié au plastigauge. Le plastigauge, je l'avais expliqué quand je l'ai fait, donc ça te sert à mesurer concrètement, une fois que les bielles et les coussinets sont montés, serrés au couple, etc. sur le vélo, ça te sert à mesurer avec précision le jeu restant. Et ça, c'est très important. Donc, j'ai contrôlé ce jeu-là. On n'était pas bon. J'avais pas assez de jeu. Ce qui veut dire que les coussinets jaunes étaient trop épais pour mon vélo. Bon, il s'est un peu trompé dans la mesure, je sais pas, peu importe. Ou les coussinets jaunes que j'ai reçus étaient peut-être un petit peu surcotés, je sais pas. Dans tous les cas, moi, j'ai commandé la côte en dessous, donc les bleus. Ce qui tombe bien puisque le vélo d'origine, en fait, il a des marquages couleurs dessus. Donc ici, c'est un marquage bleu. Ça veut dire que d'origine, il était monté en coussinet bleu. Donc ben, j'ai dit nickel, il faut remettre la côte origine. Partant de là, remettant la côte origine, je les ai commandés, je les ai reçus, je les ai montés et j'ai pas revérifié le plastigauge. Tout le monde me dit tu aurais dû. Bon, maintenant c'est trop tard, mais j'aurais dû parce que peut-être que KTM m'a fourni des coussinets jaunes de nouveau en fait, au lieu des bleus, ou des bleus qui n'étaient pas calibrés pile poil comme il fallait, et donc j'avais peut-être pas assez de jeu. Dans tous les cas, tu te doutes bien qu'aujourd'hui ça va être compliqué de vérifier si c'était ça le problème, hein. Tout est mort. J'ai quand même un peu de mal à valider cette explication parce que si c'est le cas, c'est pas possible que les coussinets en fait aient été trop fins, qu'on ait eu trop de jeu, parce que là ça aurait claqué et il n'y aurait pas eu de serrage surtout. D'après moi, hein, là le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un serrage de bielle, je l'ai clairement ressenti. Le moteur a freiné, il avait du mal à tourner, donc il y a eu un serrage, donc pas assez de jeu. Et je me dis, s'il n'y avait pas assez de jeu là, après 1500 bornes de piste, qu'est-ce que ça devait être au moment où j'ai refermé, au moment où j'ai refait le moteur. Je me dis, est-ce que ça aurait tenu 1500 bornes avec pas assez de jeu, sans avoir de présence de limaille dans l'huile ni aucun symptôme? La moto, elle a quand même fait 3 journées ou 4 journées complètes à Manicourt. Manicourt, ligne droite interminable, tu tires jusqu'en fond de 6. Enfin, je veux dire, c'est très éprouvant pour la mécanique. Elle a fait Alcaraz aussi, pareil. C'est quand même assez rapide comme circuit. J'ai fait je sais pas combien de lait de non, je sais pas combien d'Alès. Il n'y a jamais eu de problème. Ça arrive comme ça d'un coup. C'est pareil, si toi tu as déjà vu le cas, moi ça me paraît quand même fou que ça puisse tenir 1500 bornes. Je me dis si les coussinets n'étaient pas à la bonne cote et qu'on n'avait pas assez de jeu, ça aurait cassé beaucoup plus vite que ça. Encore une fois, je suis pas ingénieur motoriste, d'ailleurs je suis même pas mécano de base, donc voilà, je sais pas tout, donc si tu as un avis différent, je suis preneur. Bref, pour terminer, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben je sais pas. Parce que, comme tu as vu, il y a quand même pas mal de pièces à remplacer. Est-ce qu'on repart sur ce moteur-là, encore une fois, et on le refait? J'ai des carters à faire ressouder, comme tu as vu. Est-ce que j'essaye de trouver des carters d'occasion? J'ai déjà une petite idée, j'en connais une paire qui traîne. Est-ce que je trouve un vélo d'occasion? Est-ce que je trouve des pistons d'occasion, des cylindres, etc. S'il y a un mec qui a de la pièce, mais ça court pas les rues. Est-ce que je trouve un moteur complet que je désosse pour récupérer ce qu'il me faut pour refaire le mien? À savoir que moi, quand même, j'ai toute la boîte, elle est nickel, les culasses sont nickel, je les avais refaites et tout. Enfin, il y a quand même pas mal de pièces à récupérer, mais il y a aussi beaucoup de pièces à remplacer. Est-ce que je pars sur du neuf? Un vélo neuf, ça se trouve encore pas dispo chez KTM France en tout cas, mais de ce que j'ai vu, il y a du stock dans certains magasins à l'étranger. Par contre, ça coûte un bras. Les pistons, c'est pareil. Les pistons, ils sont dispo, je crois, même en France. Pas dans toutes les côtes, mais il y a de la disponibilité. C'est pareil, c'est pas donné non plus. On n'est pas sur, tu vois, on n'est pas sur un piston de 2,5 XC, quoi. Trouver une moto complète accidentée, par exemple, sur laquelle je viendrai prélever ce qu'il me faut et revendre ce qu'il me faut pas, je sais pas. Il y a plein de possibilités à étudier. Le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus des milliers d'annonces, hein, ça court pas les rues. Tout n'est pas adaptable. Adapter un moteur de 1290, par exemple, plus récent et plus courant, c'est très compliqué. Donc pour l'instant, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va coûter un assez gros billet que j'ai pas forcément à mettre là tout de suite dedans. Donc j'ai pris la décision de vendre mon 250 XC dont je me sers déjà très peu. Bon, si j'avais pu le garder, je l'aurais gardé, mais en l'occurrence, la RC8, c'est hors de question que je la balance. Et entre l'enduro ou la piste, il n'y a pas photo, le choix il est vite fait. Après, on m'a soumis l'idée de créer une cagnotte. Je ne me vois pas du tout légitime à faire ça et à demander quoi que ce soit, donc c'est non.
Merci à tous déjà de regarder les vidéos. Mine de rien, on est arrivé à 1000 abonnés à l'époque où je refaisais ce moteur. C'est arrivé pile à ce moment-là. Aujourd'hui, on est plus de 5000, donc déjà ça c'est incroyable. Donc merci à tous juste déjà pour ça. Surtout que moi je ne suis pas du genre à forcer sur les réseaux, je partage rien nulle part. Je ne suis pas actif sur Insta ou sur tous les autres trucs TikTok, alors tu m'en parles même pas. Moi je publie mes vidéos uniquement sur ma chaîne YouTube. 4 photos de temps en temps sur Insta si tu suis, mais c'est vraiment quand j'y pense quoi. Donc je veux dire, les abonnés arrivent tout seuls sans que je réclame pas de s'abonner, tout ça, ça me plaît pas. Donc déjà le fait que ça augmente comme ça et tout, moi ça me fait super plaisir. Les commentaires toujours super bienveillants. Remarque peut-être que sur celle-là, ça sera peut-être pas toujours le cas. Le problème c'est que là j'aurai pas trop de répartie. Comment faire? Au pire je désactive les commentaires. Ou alors carrément la vidéo je la publie pas. Comme ça, ni vu ni connu, personne n'a rien vu. Ça, ouais, parce que là les anti-KTM, oh putain, ça va jaser. Ça va jaser.